Bonsoir. La violence fait encore parler d'elle en République centrafricaine. Des affrontements entre commerçants et milices ont éclaté mercredi soir et se poursuivaient ce jeudi dans le quartier musulman de PK5. À Bangui, après la mort d'un civil tué par une milice selon les habitants et l'ONU. Depuis mercredi soir, le quartier de PK5 est secoué par des échanges de tirs impliquant des groupes criminels, a déclaré ce jeudi à la presse le porte-parole de la mission de l'ONU, Vladimir Montero. Ces échanges ont été déclenchés par des crimes chroniques commis par des bandes criminelles contre les commerçants du quartier, a-t-il ajouté. On retrouve sur place notre correspondant Freeman Sipila. Après plusieurs heures de tirs à l'arme légère et parfois lourde, un calme précaire règne en début de soirée dans ce grand quartier du 3e arrondissement de la capitale centrafricaine. Mercredi soir, la famille d'un revendeur d'essence a été visée par une attaque à la grenade perpétrée par des membres d'un groupe armé alors qu'elle était en train de prier à son domicile. Bilan, un mort et plusieurs blessés. La riposte d'un autre groupe armé proche des victimes de l'attaque n'a pas tardé. Conséquence des affrontements entre les deux groupes rivaux plongeant les autres quartiers de Bangui dans la psychose. Plusieurs sources jointes par VOA Afrique parlent d'au moins 4 morts et de nombreux blessés. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir à en croire d'autres sources. Toutes les activités ont été paralysées ce jeudi dans le secteur alors que la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a annoncé le déploiement des casques bleus et des forces de sécurité centrafricaines pour protéger les civils et contenir la violence. Le PK5 regorge de nombreux groupes armés qui se disent d'autodéfense. Ce quartier est le seul de la capitale qui échappe encore au contrôle du pouvoir de Bangui et de la MINUSCA. Freeman Sipila pour VOA Afrique, Bangui. Le Kenya et les Nations Unies ont organisé une conférence régionale sur la lutte contre le terrorisme à Nairobi les 10 et 11 juillet afin de rechercher des moyens d'éradiquer cette menace en Afrique. Ont assisté à cette réunion le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les chefs de gouvernement et des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité des pays membres de l'Union africaine. Plus d'informations avec Blanche Sano. Les attaques islamistes se propagent si rapidement en Afrique que des réponses adéquates devraient être mises en place, selon les organisateurs de la conférence sur la lutte contre le terrorisme. Des organisations liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont renforcé leur présence à travers le Sahel et ailleurs sur le continent. Une situation inquiétante pour les gouvernants et aussi pour la communauté internationale. Le moment est venu pour la communauté internationale d'intensifier ses efforts et fournir les ressources financières et techniques nécessaires pour soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme dans les pays africains, tout en respectant les droits de l'homme, l'état de droit et les considérations de genre. Tout en félicitant la détermination des Africains à trouver des solutions au problème du terrorisme, le secrétaire général n'a pas manqué d'exprimer sa solidarité aux familles des victimes d'attaques extrémistes. Un élan soutenu par les responsables africains présents à la conférence. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui sont impactées. J'espère qu'il est temps et que les gens se rendent à l'évidence. Comme la mobilisation qu'il y a eu en Syrie et en Irak, il faut mobiliser l'ensemble de la communauté internationale pour faire face à un phénomène qui a les mêmes caractéristiques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à des efforts pour la prévention du terrorisme. La première des mesures de prévention consiste à mettre fin au conflit, a-t-il déclaré, ajoutant que les armes en provenance de Libye constituent un facteur de terrorisme dans différentes parties du continent. Guterres a souligné la nécessité de créer les conditions permettant aux jeunes de participer pleinement à la société, affirmant que la création d'emplois était une priorité absolue. Cap sur le Niger, où les taux de mariage d'enfants est parmi les plus élevés au monde. Les Nations Unies estiment que 3 filles sur 4 se retrouvent dans un foyer avant l'âge de 18 ans. C'est un reportage de Moki Edwin Kinzeka et Anne Zouanke. Le récit est signé Morgane Guiriec. Balkissa Chaibou, 24 ans, rencontre des jeunes filles 2 fois par mois pour discuter de leur droit à s'opposer aux mariages arrangés. Si Balkissa s'est engagée contre le mariage des enfants, c'est parce qu'elle a été elle-même mariée de force à l'âge de 12 ans et contrainte d'abandonner ses études.
ma sensibilisation fixe les jeunes filles. Il faut qu'elles sachent ce qu'elles veulent, qu'elles sachent qu'est-ce qu'elles doivent faire pour parvenir et où est-ce qu'elles veulent aller. Balkissa est devenue étudiante en médecine après avoir annulé son mariage. Mais il a fallu 5 ans de lutte contre ses parents, l'appui de la police et d'un groupe de soutien. L'un de ces groupes, SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences, a aidé des milliers de jeunes filles nigériennes à échapper au mariage forcé. Le plus souvent, nous saisissons le procureur de la République. Et en saisissant le procureur de la République, lui, il oblige les parents à renoncer à ce mariage en les faisant signer un engagement comme quoi ils ne vont pas marier la fille. Mais la lutte contre le mariage des enfants dans les pays comme le Niger, l'un des plus pauvres au monde, n'est pas simple. Avec des revenus limités, de nombreux parents se concentrent sur l'éducation des garçons et marient leurs filles tôt. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, lors d'un sommet de l'Union africaine à Niamey le 7 juillet, s'est engagé à améliorer les perspectives des filles. Il faut qu'on renforce leur employabilité. Il faut qu'elles aient accès à un métier. Il faut qu'elles sortent de l'école avec un métier. C'est ça qui peut leur permettre de trouver plus facilement un emploi et c'est ça qui peut leur permettre d'être plus autonomes. En attendant, Balkissa encourage les filles à passer le mot à leurs amis. Personne ne peut les forcer à se marier et elles ont le droit de rester des enfants. Cap sur 2020 et la Maison-Blanche. Un nouveau candidat vient de se lancer dans cette course à la présidentielle américaine, une course déjà surpeuplée côté démocrate. Le milliardaire américain Tom Steyer, connu pour ses efforts en faveur d'une procédure de destitution contre le président Donald Trump, a rejoint la vingtaine des candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle l'an prochain. Davantage dans ce reportage de Jim Malone, récit Jacques Aristide. Riche et philanthrope, Tom Steyer avait écarté l'idée de briguer la Maison-Blanche, mais s'est finalement ravisé. Si vous voulez accomplir quelque chose d'absolument essentiel, faites de votre mieux. Après quoi, advienne que pourra. Et c'est exactement ce que je fais. Il investit beaucoup d'argent dans la campagne pour faire destituer le président Trump, une question qui continue de diviser les élus démocrates. Alors que Tom Steyer se met sur la ligne de départ, Eric Swalwell est lui devenu le premier candidat démocrate à jeter l'éponge. Nos candidats sont pleins de talent et c'était justement l'un des défis à relever. Il y a beaucoup de poids lourds en notre sein et le choix va être compliqué. Et maintenant, en tant que citoyen, je suis impatient de suivre les débats à venir. L'élu de la Californie avait pris part au premier débat démocrate et n'avait pas manqué de défier Joe Biden. Joe Biden avait raison quand il disait il y a 32 ans qu'il était temps de passer le témoin à une nouvelle génération d'Américains. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je le ferai. Je le tiens toujours, ce flambeau. L'ancien vice-président demeure le grand favori à l'investiture du Parti démocrate, malgré son premier débat raté. Joe Biden a notamment fort à faire face à deux rivales, les sénatrices Kamala Harris et Elizabeth Warren, toutes deux boostées dans les sondages. Je pense que nous sommes à un stade où il y a 8 à 10 candidats qui peuvent continuer à se battre pour l'investiture démocrate. Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit État de l'Iowa le 3 février 2020. Vont-ils se rallier autour du candidat ou de la candidate qui obtiendra l'investiture? En tout cas, c'est un bon test pour n'importe quel parti, n'importe quand, mais il est encore trop tôt pour connaître la réponse. Les démocrates tiennent leur prochain débat à Détroit à la fin du mois en cours. Les accouchements par césarienne font polémique depuis 2 mois au Maroc. Ici, le taux de césarienne est anormalement élevé dans les hôpitaux privés. Moins de 4 accouchements sur 10 ont lieu par voie basse selon la mutuelle des fonctionnaires. Un taux bien éloigné des 15% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. La césarienne au Maroc, business ou nécessité, c'est un reportage à Tanger d'Elan Locker. Bonjour.
Elisa est née il y a 17 mois dans le nord du Maroc. Asna a accouché par césarienne dans une clinique privée, comme 66% des femmes enceintes. Pourtant, le travail avait bien commencé. Son gynécologue a préféré venir à la dernière minute. Un comportement suspect d'après cette jeune maman. J'ai eu ce sentiment que j'étais mise ici devant le fait accompli. C'est comme si j'avais plus le choix. On ne me l'a pas dit comme ça directement, mais c'était le sentiment que j'ai eu. Omar, chauffeur de taxi à Tanger, est plus catégorique. Pour ce père de famille, la gynécologue obstétricienne a piégé sa femme Nora pour gagner de l'argent. On est allé à l'hôpital public, on a vu un médecin. C'était un mercredi. Il nous a dit, vous avez encore le temps pour l'accouchement. Le vendredi suivant, nous sommes allés voir notre gynécologue dans le secteur privé. Elle nous a dit, c'est vendredi, donc le week-end arrive. Si vous voulez aller à la clinique maintenant, prenez votre sac et partez à la clinique. Si vous voulez laisser jusqu'à lundi, vous serez responsable de ce qui pourrait arriver au bébé. Il pourrait mourir. Vous savez, à l'hôpital public, on donne entre 2 000 et 3 000 dirhams pour une césarienne. Dans le secteur privé, c'est 10 000 dirhams, voire plus. Un accouchement par césarienne coûte près de 4 fois plus cher qu'un accouchement par voie basse au Maroc. La mutuelle des fonctionnaires a menacé de ne plus rembourser intégralement les frais de l'acte chirurgical, à moins qu'il ne soit médicalement justifié. Mais il est difficile de prouver ces pratiques abusives. Au niveau du Maroc, dans le privé, il est certain que par rapport à l'hôpital public, on a un peu plus de césariennes que d'accouchements naturels. Mais vous dire qu'il y a eu des abus, il y a dû avoir des abus, bien entendu, comme tout. Mais je ne pense pas que ça soit mon écho. Le gouvernement marocain promet en tout cas de mettre fin au bras de fer entre la mutuelle et les gynécologues du secteur privé. Accouchement par voie basse ou césarienne. Un rapport détaillé sera publié bientôt dans le pays. On reste en santé pour parler de l'organisation internationale Operation Smile qui aide les Malawites atteints de feintes labiales et palatines à se débarrasser de cette maladie qui défigure le visage des patients souvent victimes de stigmatisation. L'ONG basée aux États-Unis a déjà aidé plus d'1 millier de personnes à retrouver le sourire grâce à une opération chirurgicale. Le reportage de Lamek Massina dans la ville de Zomba au Malawi avec le récit d'Abdourahmane Dia. Agnès Chocha se souvient de sa réaction amère lorsqu'elle a donné naissance à un enfant atteint de fente labiale l'an dernier. J'étais dévastée. Je me demandais pourquoi j'avais donné naissance à un tel enfant. Je me suis demandé, que s'est-il passé pour qu'il soit comme ça ? Les rumeurs dans son village disaient que la maladie de son enfant était causée par un avortement clandestin qui a mal tourné. D'autres accusaient Chocha d'avoir utilisé des contraceptifs qui ont déformé le visage de son bébé. Je leur ai dit, ce n'est pas à cause des contraceptifs. Je leur ai dit que ceci était une volonté divine. L'organisation Operation Smile indique que les fentes labiales et palatines sont le 3e handicap congénital dans le monde, touchant une naissance sur 750. Elle offre une chirurgie gratuite à ceux qui sont touchés par la maladie. Au Malawi, elle a procédé à 1000 opérations en 7 ans. Elle compte plus sur des médecins étrangers à cause du manque de spécialistes locaux. Nous n'avons que 2 chirurgiens plastiques au Malawi qui se sont portés volontaires pour travailler avec nous et qui peuvent faire ça. Les personnes atteintes de fentes labiales et palatines ont des difficultés pour parler et manger. Elles sont aussi l'objet de cruauté et de discrimination. Ma tante m'insultait beaucoup. Elle me disait que si j'étais né en sa présence, elle m'aurait jeté dans les toilettes. Mais ceux qui ont subi l'opération ont une raison et la possibilité de sourire. Et le sourire est devenu contagieux. Désormais, je peux tout faire sans problème. Je n'aurai plus honte comme avant. Aussi, je pourrais dire aux autres personnes atteintes de fente labiale et palatine de venir se faire opérer. Selon Operation Smile, environ 3000 Malawites souffrent de la maladie. L'organisation prévoit de former des médecins locaux pour effectuer la chirurgie de réparation faciale.
Du sourire, les Algériens annoncent ce soir, Yacouba, ils l'ont échappé belle face à la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. L'Algérie s'est qualifiée donc pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en éliminant la Côte d'Ivoire à Suez à l'issue de la séance des tirs au but avec 4 tirs réussis contre 3. Le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Sofiane Fegouli avait ouvert le score pour les Fennecs à la 20e minute, mais Jonathan Kodja a répliqué à la 62e pour les éléphants. Les Algériens, sacrés en 1990 à domicile, affronteront le Nigeria en demi-finale dimanche au Caire dans le dernier match des quarts de finale en cours entre Madagascar et la Tunisie. Au stade Al-Salam du Caire, le score est de 0-0. Hier, face aux écureuils du Bénin, les Lions de la Teranga ont tout donné pour venir à bout des Béninois battus 1-0. Les écureuils outsiders au départ de cette CAN peuvent être fiers de leur beau parcours, stoppés en quart de finale par la première nation africaine, le Sénégal. Avec le recul, on se dira que c'est beau, que oui, on a perdu contre le Sénégal, donc il n'y a rien à dire, c'était les favoris. Ce soir, c'est vraiment la frustration et la déception qui prédominent. Après, demain, quand on rentrera, j'espère qu'on laissera place à la fierté et aux beaux souvenirs, au beau parcours qu'on a fait. On a quand même réalisé une belle compétition, tout le monde s'est donné du début à la fin. Sur ce match aussi, on s'est donné à fond. Mais malheureusement, ça allait du côté du Sénégal et j'espère qu'ils vont remporter la compétition, comme ça moins on pourra dire qu'on a perdu contre le vainqueur. Les Lions de la Teranga ont souvent remporté difficilement leur match dans cette CAN et ont fait l'objet de critiques vu le potentiel de leur effectif. Les joueurs tout de même sereins avancent au petit tour. Suivez. À la fin, c'est le Sénégal qui gagne. L'équipe de Sadio Mané a souffert mais a décroché face au Bénin hier. En quart, sa place pour le dernier carré de la CAN. Grand favori, d'autant que l'Égypte, le Cameroun et le Maroc ont tous été sortis. Le Sénégal continue d'avancer dans un tournoi qui s'est montré imprévisible. Les gros favoris aujourd'hui ne sont pas là. Bien sûr que ça nous donne une idée et ça nous donne encore plus confiance de se dire que oui, peut-être que cette année peut être la bonne. Pour une place en finale, le Sénégal jouera dimanche contre Madagascar ou la Tunisie. Peu importe l'adversaire en demi, le coach sénégalais est conscient d'une chose, ce sera un match difficile. À ce stade de la compétition, je le dis et je le répète encore, tout le monde peut battre tout le monde. Donc Madagascar, c'est une équipe qu'on connaît. La Tunisie aussi, c'est une très belle équipe qui fait de très bonnes choses. Donc nous ne sous-estimons personne, je crois. Le Sénégal n'avait plus atteint les demi-finales de la CAN depuis 2006 et n'a jamais été sacré dans cette prestigieuse compétition continentale. Désormais, les Sénégalais croient impossible sacre final. C'est du moins l'avis de quelques supporters rencontrés à Dakar. Aujourd'hui, on veut la coupe, Inch'Allah. Nous tous, nous avons senti que l'équipe vraiment est en forme. C'est une très bonne équipe sénégalaise qui continue de se battre. Aliou Cissé, il l'a fait. C'est lui qui a décanté la situation. Fier d'être Sénégalais, fier de nos lions. Vive le Sénégal! Un Sénégal pour qui rien n'est décidément facile dans cette CAN, battu en poule par l'Algérie et qui a déjà eu plusieurs blessés, mais qui avance malgré tout. Voilà John, c'est tout pour le sport aujourd'hui. Merci Yacouba et à demain.